Bien, nous poursuivons sans transition avec la chronique suivante que je vais avoir le plaisir d'animer autour d'un sujet de procédure pénale qui va euh, reprendre certains des aspects que Anne a proposés. L'idée étant cette fois-ci d'être davantage concentré sur le versant procédural, parce que vous n'êtes pas sans savoir, chers amis, que nous avons été victimes, nous les juristes, d'une véritable attaque à coups d'ordonnance de textes qui sont venus percuter les différentes branches du droit. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui échappent à la salle en plusieurs temps que le Conseil des ministres nous a livré la semaine dernière et cette semaine. Il y a même des ordonnances qui viennent rectifier certaines ordonnances et ajuster le tir. Pendant qu'on nous annonce également que des réformes, et pas des moindres, comme celle sur la justice votée l'an dernier, vont voir certains de leurs bouts suspendus ou remis à plus tard, et ça va supposer tout un chambardement législatif. Donc ça promet du boulot. Il était question je l'indique au passage, de rénover l'hémicycle pendant l'été et à ce titre de prévoir une suspension des travaux qui soit plus tôt que d'ordinaire. Tout ça, évidemment, vous le comprenez bien, si on sort du confinement, euh, disons aux environs de l'été, ça va passer aux oubliettes et nos chers députés et sénateurs auront bien du travail avant de partir en vacances, je ne sais quand. Alors, je ne dis pas qu'il faut les plaindre, mais nous, il faut nous plaindre parce que ça promet habituellement à cette période où on peut enfin partir cueillir peut-être pas des fraises, il n'y en a plus trop, mais des pêches, des melons et des pommes quand ça commence à arriver, c'est-à-dire durant l'été, quand on monte nos cours, ben non, on va simplement devoir ingurgiter tous ces textes et les réformes qui vont suivre. Alors, sans plus attendre, en procédure pénale, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, beaucoup de choses, beaucoup trop pour que je puisse être exhaustif, et c'est tout l'intérêt de travailler à plusieurs, vous le verrez la semaine prochaine. J'ai eu le plaisir de publier un petit papier que vous pourrez trouver quand il sera diffusé à l'actualité juridique pénale sur ce que j'ai appelé l'adaptation de la procédure pénale au malheur des temps. Pourquoi le malheur des temps? Parce que un professeur que j'ai beaucoup lu dans ses commentaires à l'époque où le code de procédure pénale, celui qui s'applique à nous depuis en fait près de 70 ans, il a été adopté en lieu et place du Code d'instruction criminelle napoléonien, c'est-à-dire en 1958. Eh bien, le professeur Vouin avait évidemment capté le moment auquel intervenait cette production d'un genre nouveau, puisque c'était quand même quasiment 150 ans après son adoption qu'on changeait ce code et qu'on l'habillait sous des vêtements neufs, celui du code de procédure pénale au lieu du code d'instruction criminelle. C'était au moment où la France vivait une période à tout le moins tumultueuse, notamment avec certains pays de ce qui allait progressivement devenir la décolonisation. Et lui, il trouvait que réformer le code de procédure pénale par voie d'ordonnance, notamment. Alors, ce n'était pas les mêmes ordonnances, puisqu'à l'époque, ce n'était pas encore sous l'empire de l'article 38 de la Constitution du 4 octobre 1958, puisque précisément, en période de crise, il avait été prévu qu'en vertu d'un autre article, l'article 92, euh, ce qui devait être des lois serait adopté sous la forme d'ordonnances d'un genre un peu différent. En tout cas, c'est hasard des circonstances. Ce malheur des temps, le temps de guerre, qui n'a évidemment aucun lien direct avec ce qu'on vit actuellement, il faut raison garder, mais c'est quand même ce temps de guerre qui faisait dire au professeur Vouin que c'était le malheur des temps qui s'abattait également sur le législateur et qui pouvait faire craindre qu'il n'ait des décisions, des choix un peu hasardeux. Je trouve la parabole intéressante pour aborder évidemment ce qui nous est pondu, puisque le 25 mars dernier, nous avons donc eu la première salve d'ordonnances, parmi lesquelles l'une porte sur la procédure pénale et a amené, de façon un petit peu feutrée en apparence, le gouvernement, donc, qui a pris les habits du législateur sous une forme quelque peu déléguée, mais tout à fait valable au regard de l'article 38 de la Constitution, celle d'un réformateur, mais d'un réformateur autorisé à ce titre, puisque vous savez que pour que des ordonnances soient prises dans ce qui normalement est le domaine réservé du Parlement, et la procédure pénale fait évidemment partie de ce domaine réservé, encore faut-il qu'une loi d'habilitation soit votée à cet effet, ce qui a été le cas en un temps record au sein du Parlement, qu'elle borde, ce qui parfois est une autre paire de manches, le champ précisément de l'habilitation, pas que le gouvernement ait tous les droits non plus, et in fine,
si on veut que l'ordonnance ait une valeur législative et pas simplement réglementaire, ce qui a permis en l'état que certaines soient attaquées par des recours pour excès de pouvoir, il faudra à l'arrivée qu'elle soit ratifiée, donc par une sorte d'aller puis retour par le Parlement lui-même, qui peut à cette occasion aménager le texte de l'ordonnance. On verra ce qui nous est promis en la matière au regard du contenu qui nous intéresse ici. Simplement, parce que je ne veux pas reprendre le papier, il faut évidemment pas confondre l'oral et l'écrit, et puis éviter au maximum de donner trop d'informations, mais simplement, je voulais en profiter, puisque c'est l'objet de ce type de séquence, pour donner quelques impressions à chaud. Moi, j'ai été, alors pas surpris au regard des circonstances qu'une ordonnance concerne la matière pénale, mais c'est vrai qu'en temps normal, si on peut dire. Il n'y a pas forcément des masses d'ordonnances, alors qu'on en a beaucoup dans des matières importantes. Hein. Il ne s'agit pas de les dénigrer, comme le droit social. Ces derniers temps, on ne peut pas dire qu'ils en manquent. Les fameuses ordonnances Macron, par exemple, qui ont réformé de façon assez phénoménale le Code du travail. On en voit peu en matière pénale, en procédure pénale notamment, à part dans des domaines qu'on qualifie plus ou moins de domaines techniques, matière maritime, j'ai pu relever par le passé sans doute en matière douanière, peut-être en matière fiscale, je ne sais pas, il faudrait vérifier, mais des ordonnances qui viennent réformer des matières importantes, et la procédure pénale en fait partie, dans des compartiments, vous allez le voir, qui eux-mêmes le sont, c'est quand même assez rare. Et évidemment, on ne peut se l'expliquer qu'au regard des circonstances liées à la pandémie actuelle. Maintenant, deuxième réaction, au-delà du caractère un peu inédit qu'on peut comprendre en apparence vu les circonstances, est-ce que c'était vraiment le bon levier, le bon canal que de passer par une ordonnance au sens de l'article 38 de la Constitution? Moi, je reste assez dubitatif. Je n'ai pas la prétention d'avoir la bonne réponse, mais en tout cas, je pose une question et je serais ravi que vous ayez des réactions à ce sujet. Est-ce que vraiment, quand on voit la capacité qu'a le gouvernement à pondre une série d'ordonnances et de remettre le couvert dans la foulée, en faisant appel à tous les services de la chancellerie qui on l'imagine, en matière pénale, ont dû être mis à contribution, on pouvait craindre que dans le même temps qui a été exploité, un projet de loi, puisqu'au fond c'est la même idée, soit soumis selon la procédure accélérée à nos chers députés et sénateurs pour être voté en un temps qui n'aurait pas forcément été beaucoup moins court que celui de l'ordonnance. Alors me direz-vous, à quoi ça sert du moment que l'habilitation a été donnée et qu'on est dans un processus qui est juridiquement valable, c'est la Constitution qui le prévoit? Ça sert à mon sens à quand même garder à l'esprit que le débat parlementaire, et en ce moment d'ailleurs j'entendais le président du Sénat dire que le Parlement, quand on sortira du confinement, aura vocation à jouer pleinement son rôle d'acteur démocratique et ne sera pas trop aussi bien à porter la voix des sénateurs que des députés. Précisément, est-ce que ce n'est pas le rôle qu'on pouvait espérer de nos parlementaires que de garder la main, alors certes avec le respect de la distanciation sociale, mais on a bien vu qu'ils pouvaient siéger, et d'ailleurs en dehors du confinement, en effectif très réduit parfois, y compris sur des sujets importants. Est-ce qu'ils n'auraient pas pu, de la même façon, sur des sujets particulièrement emblématiques, et Anne nous a présenté l'état des prisons, les mesures qui sont prises pour les encombrer un peu, ce sont celles qui proviennent de l'ordonnance dont je parle dans son volet exécution des peines. Sauf que cette ordonnance-là, c'est aussi celle, comme l'a dit Anne, qui prévoit un volet relatif à la détention provisoire. Et s'il y a bien une chose qui est quand même grave en période de confinement, je crois, c'est de maintenir et même permettre de mettre des gens en détention sous des prétextes qui sont évidemment fondés, du moment qu'on parle de qualifications pénales qui sont appréciées, mais qui peuvent quand même porter à question au regard de la lourdeur de l'enjeu. Et je trouve que ça, c'est d'autant plus percutant que, là je vais être très bref, le contenu de l'ordonnance, à laquelle il faut évidemment se reporter pour avoir une vue plus précise des choses, il laisse quand même dubitatif, là encore, sur une espèce de côté abyssal, vertigineux qu'il peut y avoir entre la précipitation dans laquelle on vote ce type de texte et l'enjeu individuel qu'il soulève. C'est-à-dire qu'on parle d'un texte dont l'article 1er de l'ordonnance vise à, je lis simplement le passage essentiel, permettre la continuité de l'activité des juridictions pénales essentielle, mais essentielle à quoi? Au maintien de l'ordre public. On ne parle pas d'autre chose, a priori, que, en quelque sorte, protéger à la fois la société, ce qu'on peut comprendre, mais à travers elle, les juridictions pénales dans ce qu'on va considérer comme leur noyau dur d'activité, c'est-à-dire pas forcément le plus grand nombre d'affaires, loin s'en faut, je crois, vu
les contraintes que fait peser le confinement, qui obligent sans doute à ce qu'il y ait un nombre vraiment beaucoup plus réduit de magistrats qui siègent et qui vont être amenés à traiter les affaires courantes. En réalité, ces affaires courantes, ça doit être uniquement celles qui sont, j'ai l'impression, essentielles au maintien de l'ordre public. Et du coup, moi, ce qui m'interroge, c'est qu'on peut vraiment se demander si on n'en vient pas à oublier ce qu'est la raison d'être de la procédure pénale. La procédure pénale, vous allez me dire, c'est un débat très théorique, et on est aussi là pour le rappeler, mais c'est normalement une matière qui sert de garde-fou. Elle est bien présente dans la Déclaration des droits de l'homme pour cette raison-là, contre le risque d'abus, le risque d'arbitraire, à commencer par celui qui tient à la privation de liberté sous des formes qui ne sont pas forcément fondées, au regard de la gravité de l'enjeu, au regard des circonstances, au regard de ce que dans un état de droit, on doit considérer comme étant particulièrement impérieux, à savoir préserver notre liberté. Et notre liberté d'aller et venir en fait évidemment partie. Là, quand on reprend l'article 1er de cette ordonnance, il n'y a rien du tout qui donne à penser qu'on tient compte du fait que quand on modifie les règles de la procédure pénale, c'est d'abord et avant tout les règles qui visent les justiciables qu'on va faire bouger. Et bien évidemment, il ne s'agit pas de dénigrer, sous-estimer la gravité des responsabilités de la tâche qui incombe à nos chers acteurs de la chaîne judiciaire, depuis le policier jusqu'au juge, mais si on donne un blanc-seing, comme c'est le cas à bien des égards au sein de l'ordonnance, à ces acteurs, et qu'on en vient à oublier le sort même de ceux qu'ils ont entre les mains, je trouve que c'est quand même inverser pas mal la logique même, la raison d'être de notre procédure pénale. Et j'en veux pour preuve, non pas toutes les mesures contenues dans l'ordonnance, par exemple suspendre les délais de prescription de l'action publique, je crois qu'on peut l'admettre sans être choqué, parce que c'est d'ailleurs la définition même de la suspension, les fameuses causes de suspension qu'on adore soumettre à nos étudiants pour les amener à faire la distinction avec les causes d'interruption. Bah là, on est en plein dans une cause de suspension, la force majeure, mais l'ordonnance ne fait que le traduire en mots et avec une force évidemment qui généralise le propos. Mais l'allongement des délais d'exercice des voies de recours, c'est pas seulement une faveur pour ceux qui veulent contester des décisions qui leur déplaisent, c'est aussi évidemment une manière pour le parquet de pouvoir profiter de cette occasion et pas seulement à titre d'appel incident. Et plus encore, Anne en a parlé, parmi des mesures qui touchent au délai, là vraiment y aller de plein droit, envisager que les délais de détention provisoire et d'assignation à résidence soient prolongés de plein droit en fonction de la gravité des faits et en faisant fi en quelque sorte des circonstances, je trouve que c'est vraiment choquant. Alors, on a un collègue qui interviendra la semaine prochaine qui reviendra sur cet aspect sans doute, parce qu'il a publié un billet que je vous invite à lire au Dalloz Actualité. C'est quelque chose qui n'a pas choqué outre mesure nos amis du Palais Royal, mais qui, moi, et beaucoup de pénalistes, je crois, interpelle, et les avocats qui se sont mobilisés en ces temps difficiles pour le contester, je crois, ont eu tout à fait raison. De la même façon, je crois qu'on peut qu'être interpellé par le fait, et j'en finirai par là, que l'on envisage, par exemple, pour les mesures de garde à vue, de permettre des prolongations sans présentation, même par le biais d'une visio, devant le magistrat compétent. Alors, c'est qu'une faculté, mais on imagine bien qu'elle va être employée. Alors, certes, ça ne vise pas toutes les gardes à vue, mais bon, bah voilà, ça peut concerner quand même un certain nombre d'individus, majeurs notamment. De la même façon encore, le fait qu'on envisage de permettre au juge des libertés de prolonger sans débat contradictoire une détention provisoire, Anne en a parlé, c'est quand même particulièrement quelque chose qui pose question. Bref, vous l'aurez compris, et je vous invite après à consulter l'ordonnance, il y a dans ce texte un fatras de dispositions qui ne touchent pas à des petites mesurettes dont on pouvait faire l'économie en temps de confinement, qui touchent vraiment à des garanties essentielles et qui font que pendant ces mois dont on ignore le nombre exact au moment où on parle, il y a quand même l'essentiel pour beaucoup de justiciables qui va passer pour eux à la trappe et qui va confirmer l'idée que développait Anne de cette sensation de confinement à double verrou.